Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Essex Property Trust? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Donc, ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, nous avons ici un dividende aristocrate. Donc, vous vous rappelez qu'on a commencé la liste, à faire l'analyse de la plupart des entreprises qui sont sur cette liste-ci. On a presque terminé déjà ici aujourd'hui. Donc, ici, on va parler d'une rate qui est plus spécialisée ici dans dans le résidentiel, donc dans les habitations ici. Donc, comme si vous avez écouté la vidéo concernant ici les rates qu'on avait fait dernièrement, c'est l'un des secteurs qui pourrait bien se comporter en période difficile. OK, donc en période d'inflation, etc. Mais n'oubliez pas les rates, généralement, la dette, c'est quelque chose à prendre en considération. Donc, on va voir ici si avec ESSEC, c'est la même chose, s'il y a quelque chose ici à jouer au prix actuel. D'accord? Donc, on y va directement. La première chose qu'on va regarder ici, c'est le revenu. On regarde ici la stabilité ou la croissance des revenus. Donc ici, on constate qu'on a des revenus de 1,640 milliard. C'est bien. OK? Donc, en termes de marge brute ici, voilà, c'est une rate. Donc, on peut regarder légèrement. Ils ont des marges brutes assez élevées ici. D'accord? Donc, on a des marges brutes aux alentours de 70% par là. Donc, ici, le revenu, c'est bien, c'est de côté. Maintenant, en termes de croissance des revenus ici, qu'est-ce qu'on observe? Et encore, il faut vérifier la croissance, elle est due à quoi? Par acquisition ou de manière organique, donc généralement par est-ce que ce sont des développements, etc. D'accord? Donc, ou bien ce sont des hausses de prix, etc. So, on voit ici que sur les 5 dernières années, nous avons à peu près 3% de croissance. Sur les 10 dernières années, nous avons à peu près 12% de croissance. Et à peu près sur les 3 dernières années, nous sommes à 2,66. OK, donc on a une légère croissance ici. C'est bien. Maintenant, les analystes s'attendent à avoir une croissance en termes de revenus de combien d'ici l'année prochaine, donc dans un environnement normal également. Donc, quand on essaie de regarder ici, la question qu'il faut souvent se poser ici, c'est de savoir les revenus actuels, est-ce qu'ils sont, comme je vous le disais tantôt, est-ce que c'est lié, est-ce que c'est dû à des acquisitions ou de manière organique? Ok, donc ici on s'attend à peu près à avoir 1,680 milliard. Ok, tant mieux. Donc actuellement, en date d'aujourd'hui, on a à peu près 1,640 milliard, donc près de 40 millions en supplément. D'accord? So, ça c'est correct. Maintenant, vous savez que pour les compagnies comme les rates, en Europe, c'est facile à analyser. D'accord? C'est facile à analyser. Mais aux États-Unis, voilà, c'est pas que c'est difficile à analyser, il faut pas regarder le tangible book value. Par exemple, en Europe, on vous montre, généralement, on passe par le tangible book value, on peut avoir l'information directement. Et encore maintenant, on se pose la question de savoir est-ce qu'on a des entreprises ici qui ont une dette qui peut être managée et qu'est-ce qu'elles font exactement. So ici, on a bien un tangible book value positif, d'accord, mais ça ne reflète pas la véritable la réalité de la valeur des actifs de la compagnie. D'accord? Parce qu'il y a dans ce tangible book value ici, les actifs ont été dépréciés, ils n'ont pas été remis au prix du jour. Donc ici, ils n'ont pas, je pense que c'est ce qu'on appelle le mark to market. Donc les actifs ici ne sont pas évalués à leur valeur actuelle. OK? Donc, par exemple, dans le tangible value, ici, vous allez voir peut-être que ce sont des habitations qu'on a achetées peut-être il y a 10 ans, 20 ans par là, qui sont peut-être encore dans le tangible value à une valeur moins élevée que ce qui pourrait être payé sur le marché en date d'aujourd'hui. Donc, faites attention. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on utilise généralement les AFFO. D'accord? Je peux faire les AFFO, pas les FFO. Et j'en ai déjà parlé ici, donc je pense que je ne vais pas revenir sur la signification de AFFO ou bien de FFO. Si vous avez regardé les vidéos sur les rates ici, que ce soit rate income, etc., vous savez de quoi on parle. OK? So, pour retrouver les AFFO ici, pour cette compagnie, sur ce site, sur ce logiciel-ci, ils ne donnent pas les AFFO. Enfin, vous pouvez les avoir, mais vous devez regarder l'estimation des analystes ici. OK? Donc, et faites attention. Donc, vous mettez ici Adjusted FFO. OK? Et on va regarder ici aux alentours de la moyenne. Donc, enfin, je vais prendre exactement la moyenne. Donc, on attend à peu près des FFO aux alentours de 12,48 dollars par action. Le FFO, c'est l'équivalent du free cash flow ici. Donc, ici, ce sont les FFO moins les dépenses en maintenance. Donc, et vous voyez que par rapport à ce qu'on avait, ça a tendance à diminuer. OK? Donc, on a 12,48. OK? Donc 12,48 par action. On a combien en termes de nombre d'actions ici? Ça nous permet de voir ici quel est le nombre d'actions. Est-ce qu'on a tendance à avoir plus ou moins, est-ce que c'est une entreprise qui rachète ses actions ou pas? Donc c'est une entreprise ici qui ne rachète pas ses actions, elle augmente plutôt ses actions. Et encore, il faut savoir pourquoi est-ce qu'on augmente les actions. Je pense que nous avons fait une acquisition quelque part ici. Exactement, il y a eu une acquisition dans cette zone-ci, donc c'est tout à fait normal que les acquisitions, que le nombre d'actions, enfin normal, c'est très commun que le nombre d'actions augmente ici. Donc on peut augmenter le nombre d'actions, mais est-ce que vos bénéfices, est-ce que vos AFFO par action ont augmenté également?
C'est la plus importante. Ou bien, voilà, s'ils ont diminué, c'est pas bon. S'ils ont augmenté, ça va. On peut pardonner. OK? Donc, on est à 12,48 ici. Donc, 12,48 en termes de AFFO. Donc, 12,48. Bon, je vais le mettre ici en termes de AFFO. Ici, on multiplie par le nombre d'actions. On a 65,07. Donc, on fait 12,48 multiplié par 65,07. Ça fait 812 millions. Je vais mettre 812, OK? Donc, ce 812-là, on le met ici à la place du free cash flow, d'accord? 812 millions, OK? Là, en termes de revenus, ici, je vous ai montré comment est-ce que le revenu ici, on va passer directement par les AFFO ici. Donc, on n'a pas besoin du revenu pour calculer, puisqu'on ne travaille pas avec le pourcentage ici. Donc, en termes de nombre d'actions, ici, on a 65 millions, 65,07. Je vais juste l'enlever ça pour que ça ne vous induise pas en erreur. OK? Donc, en termes de PER moyen, voilà. Le PER moyen ici, généralement, on peut l'appeler le cap rate, donc le taux de capitalisation. Ça veut dire que, par exemple, si j'achète un bâtiment ici à 100 dollars et que ce bâtiment-ci me reverse 5 dollars par an, c'est un cap rate ici de 5%. Le but du game est d'acheter une entreprise, et d'acheter, c'est comme dans toute chose, et d'acheter un bâtiment ici à un cap rate très élevé. Donc, plus le cap rate est élevé, moins le prix d'acquisition est élevé, techniquement. Donc, enfin, quand je dis moins le prix d'acquisition est élevé, non. En fait, plus la rentabilité est élevée. C'est-à-dire que si j'achète une entreprise, si j'achète ici un bâtiment avec un cap rate de 10%, ça veut dire que pour chaque 100 dollars, si je l'achète à 100 dollars, elle me reverse 10 dollars par an, j'ai un rendement de 10%. Cette entreprise-là pourrait s'apprécier dans le futur. Je pourrais la revendre ici pour le même 10 dollars par an ici. Je pourrais revendre le bâtiment ici à 200 dollars. D'accord? Tout simplement parce que le bâtiment s'est apprécié. OK? Donc, l'entreprise, le bâtiment rapporte toujours 10 dollars, mais sa valeur est bien plus élevée ici aujourd'hui. Donc, il faut réfléchir en termes de cap rate ici. Et ça dépend maintenant de quel genre de logement vous avez. Parce que les cap rates dépendent également. Si vous avez, le cap rate pour un entrepôt est différent du cap rate pour une compagnie ici qui exerce dans le secteur ici du commerce au détail ou bien des centres commerciaux. Et c'est différent d'une entreprise ici qui a des appartements. Donc faites attention parce qu'ici la qualité également des appartements joue, la classe des actifs joue également. Et quand je dis classe des actifs, c'est dans ce domaine, dans cette activité de rate, rate, il y a des classes d'actifs dépendamment de votre secteur. Par exemple, si je suis dans le secteur ici des maisons unifamiliales, est-ce que j'ai des maisons unifamiliales de classe A? Des choses comme ça. Donc, c'est-à-dire, enfin, je ne sais pas s'il y a des classes A dans ce domaine-là, mais voilà, quand on dit classe A, généralement, c'est de bonne qualité. Donc, dans des zones où la demande est constamment élevée. D'accord? Donc, par exemple, si vous êtes d'accord avec moi qu'un logement avec vue sur la tour Eiffel aura bien plus, aura de 100 mètres carrés, disons comme ça, aura bien plus de valeur que, voilà, un logement, je sais pas moi, je prends un exemple, hein, et ça encore, ça dépend des zones. Et je parle souvent comme ça. Je ne connais même pas la France. J'ai jamais mis mes pieds là-bas. Donc, je prends un exemple simple. Voilà. Un seul logement de 100 mètres carrés aura bien plus de valeur qu'un logement dans la ville de Paris. Mais voilà, en périphérique de la ville de Paris, disons dans, voilà, je ne connais pas les cités ici. Mais voilà, vous comprenez ce que je veux dire. Donc, ce n'est pas la même chose. En fait, ça dépend de la zone où vous êtes présentement. Et imaginez que je n'ai que des logements qui ont une vue sur la tour Eiffel. Que des logements qui ont une vue sur la tour Eiffel. Constater que ces logements auront tendance à avoir une valeur très élevée comparé à d'autres logements qui seraient situés dans des zones ou des villes, voilà, de moins, enfin, je ne dirais pas de moins bonne qualité, disons, moins touristique, moins emblématique, on va le dire comme ça, d'accord? Faire simple pour ne pas dire des bêtises et pour ne froisser personne. Donc, pour revenir ici à nos AFFO, ici, je vais regarder ceci. Vu que je n'ai pas comment on appelle ça? Je n'ai pas le price to AFFO ici. Je vais utiliser ici un proxy. Prends le free cash flow. Je vais prendre le price to free cash flow. Attention, toujours vérifier si les price to free cash flow vont dans le même sens que les AFFO. Parce que le free cash flow ici est aux alentours de 1 milliard. Et encore, c'est aux alentours de 1 milliard, il faut l'ajuster en conséquence parce que je me suis rendu compte que dans ce free cash flow-là, il correspond au FFO. Or, dans les FFO, on n'a même pas encore enlevé la dépense en capital. Donc, faites attention à ça. Donc, c'est juste un proxy rapide ici parce que généralement, je pense que c'est ce genre d'entreprise qui va s'échanger ici à des AFFO aux alentours de 5, enfin, à des rendements des cap rates aux alentours de 5%. 5%, ça veut dire 20 fois les bénéfices. Donc, sur les 20 dernières années ici, on paye 20 fois les bénéfices ici. Sur les 10 dernières années, on paye 22 fois les bénéfices. Donc, je prendrai 20 fois les bénéfices. D'accord? 20 fois. Donc, je prends ici un cap rate de 5%.
OK? Donc, mon PE ici sera de 20. Voilà. Maintenant, en termes de dette nette ici, quel est le niveau de dette nette ici? Ce que les gens ne prennent généralement pas en considération. Pourtant, la dette nette ici est très importante dans le sens où, vu que ce sont des rates ici, elles ont tendance parfois à payer des dividendes à des niveaux extrêmement élevés sans prendre en compte. Enfin, et la plupart des gens qui les achètent oublient toujours la dette. Ils se focalisent, ils regardent uniquement le rendement du dividende, la croissance, etc. Non. À la fin de la journée, le marché finira toujours par par prendre en compte la dette. D'accord? So, on a 6 milliards 190 millions. D'accord? Maintenant, je prends ici nos 812 millions, multiplié par 20 fois les bénéfices. D'accord? Moins la dette nette qui est aux alentours de 6 milliards 190 millions. D'accord? Divisé par le nombre d'actions aux alentours de 65,07. Ça nous donne ici une valorisation aux alentours de 154 dollars l'action. On va mettre 154,5. Donc X20, ça donne 154,5 en termes de valorisation. OK? Si maintenant le cap rate augmente, je prends un exemple simple, si on a un cap rate plutôt de 5%, de 4% parce que les actifs sont de très très bonne qualité, on fera 25 multiplié par 812 moins la dette nette qui sera aux alentours de 6 milliards 190 millions ici, divisé par le nombre d'actions ici qui sera aux alentours de 65,07. OK, ça nous donnera ici au total 216 dollars l'action. Donc tout va dépendre ici du cap rate. Et vous avez vu ici que parfois les cap rates peuvent être bien plus élevés que ça. Et ici j'utilise les price to free cash flow. Or, si j'avais utilisé les price to AFFO, on aurait eu un multiple bien plus élevé que 20. Donc faites attention à ça. Je pense que le cap rate est même bien plus bas que ça. Mais bref, ici, en conclusion, on se dira qu'au prix actuel, l'entreprise serait correctement évaluée. Je dirais, voilà, je ne vais pas me focaliser, oh non, 154, on est à 209. On serait correctement évalué. Et je le dis pourquoi? Parce que si vous prenez les 812 millions qu'on reverse ici aujourd'hui, d'accord, et qu'on vous le verse en totalité, disons, en dividende, d'accord, par rapport à la capitalisation boursière actuelle, donc divisé par 14 milliards 03, d'accord, ça nous donne ici un rendement de 5,78%. D'accord? 5,78%. Or, aujourd'hui, elle paye un dividende de 4,21%. Donc, ce dividende-là, il est assez safe. Il pourrait continuer à augmenter, mais la limite est déjà à 1,78%. Maintenant, est-ce que c'est normal de payer un dividende aussi élevé, surtout quand on va dans un environnement aussi difficile? Point d'interrogation. Ce sont les questions qu'il faut poser en regardant les rapports financiers. OK? Parce que dites-vous ici qu'en période d'inflation, elle va augmenter les prix également des loyers. Ça, c'est facile. C'est adossé à l'inflation. D'accord? Et en période d'inflation, il y a très peu de personnes qui vont acheter de nouveaux logements. Ils vont plutôt s'en aller vers la location. Et si vous en allez vers la location, et c'est que c'est bien positionné. Dans l'environnement actuel, c'est surtout les compagnies qui sont dans les office buildings, dans les tours de bureaux, les immeubles à bureaux, qui sont mal positionnés ici. Et encore, ça dépend de la qualité même, de l'attractivité de vos tours de bureau. Parce que si vous avez des tours de bureau localisés uniquement dans des zones très recherchées, vous allez très bien vous comporter, mais si vous avez des zones voilà, qui sont très peu recherchées ici, voilà, ça va pas bien aller. Donc, regardez le taux d'occupation, etc., c'est important. En tout cas, pour Essex Property, on se dira qu'on est correctement évalué, même si je l'évalue à 155 dollars ici, je sais que le prix actuel est juste correct, OK? Ça reste une belle entreprise à avoir dans son portefeuille, enfin, en liste de suivi, bien sûr. Idéalement, on aimerait l'avoir aux alentours de 155 dollars à l'action. D'accord? Idéalement à 155 dollars l'action. Pourquoi? Parce qu'à 155 dollars l'action, d'accord, multiplié par 60, on a combien d'actions ici? On a 65, c'est bien ça? Ouais, 65. Donc ça fait 812, donc ça fait à peu près un rendement de 8%. Donc quand on prend le 812 divisé par 10 milliards ici, ça donne à peu près un rendement ici de 8%. Donc 8,12% de rendement si on arrive à l'avoir à 155 dollars l'action. OK? C'est une belle compagnie, je pense que ça serait intéressant d'approfondir. Maintenant, ici, il y a une légère croissance, la croissance légèrement par acquisition ici. Mais voilà, ça peut être intéressant de commencer à observer cette compagnie-ci. Donc, pour ma part, ici, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo, d'accord? Et d'ici là, portez-vous bien. Merci.